Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Lucille Champy, aka ma jumelle, sur le sevrage efficace du sucre. Bonne écoute! Et alors, quelles sont les erreurs classiques que l'on risque de faire pendant ce sevrage? Alors, la première des choses, c'est remplacer le sucre par des édulcorants, qu'ils soient artificiels ou naturels. Les édulcorants artificiels, on le sait, ils sont super nocifs, ils vont perturber ton microbiote. Ils vont pas diminuer en plus le risque de surpoids ou autre. Ils vont même te faire induire une sécrétion d'insuline pour certains. Et puis, ils peuvent être cancérigènes s'ils sont chauffés. Euh, les édulcorants naturels, eux, ils entretiennent le goût sucré. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument éviter. Ensuite, la deuxième des choses, c'est de ne pas se lâcher du coup sur les autres féculents pour compenser. Parce que ça reste des glucides. Donc, même s'ils n'ont pas un goût sucré, tu rajoutes des glucides à ton organisme et on va essayer de rester dans le contrôle des portions, dans la maîtrise. Euh, et puis, il faudra aussi éviter de se ruer sur les boissons caféinées parce que souvent, quand on fait un sevrage, forcément, on est un peu fatigué. Du coup, cette fatigue supplémentaire, on va essayer de la compenser avec du café, sauf que le café, il nous procure de la fausse énergie. Ouais. En fait, il ne va pas nous en apporter, mais il va obliger notre corps, et plus précisément nos glandes surrénales, à puiser dans nos réserves. Donc, c'est comme si tu faisais un crédit à la banque, un crédit d'énergie. Donc, du coup, ton organisme, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer à sécréter du cortisol. Donc, du coup, ton foie, il va libérer encore plus de glycogène. Ce glycogène, on l'a vu, ça va être converti sous forme de glucose dans le sang. Donc, du coup, tu vas en fait réentretenir ce cercle vicieux où ta glycémie, elle n'est pas stable. Et c'est typiquement ce qu'on veut éviter. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même un meilleur édulcorant qu'un autre? Bah, En dehors du sevrage, bien sûr, mais voilà, parce que ça me fait Oui, penser à pour ça pour moi, le futur. pour moi, tout ce qui est. Alors, j'en ai plusieurs. Moi, j'aime bien certains alcools de sucre, comme le xylitol, par exemple. Le xylitol, moi, c'est un peu mon chouchou si on veut quelque chose qui ressemble au sucre blanc, parce qu'il est cristallisé, il ressemble vraiment. Le xylitol, c'est un alcool de sucre qui est issu du bouleau et qui est naturellement blanc, donc il n'est pas, il est pas raffiné, il n'y a pas eu d'ajout de solvant. Et ce que j'aime bien en fait, c'est qu'il n'a pas du tout cette action acidifiante et destructrice pour les gencives et les dents, à tel point qu'il est même recommandé pour la santé bucco-dentaire, puisque tu vas le trouver dans de nombreux chewing-gums et dans des dentifrices. Il a un pouvoir sucrant qui est globalement, il me semble, égal Au au sucre. sucre blanc, sauf qu'il est beaucoup moins glycémique puisqu'il a un IG qui est autour de 7. Ouais, rien à Voilà. voir. Donc il y a ça. On peut aussi, il y a l'érythritol aussi qui est intéressant, qui lui vient soit de l'amidon de maïs ou de betterave, mais qui a aussi des intérêts. Je crois qu'il est encore moins calorique que le xylitol. Et ça, c'est les alcools de sucre qui sont bien tolérés. Ce n'est pas le cas de tous les polyols. On a d'autres alcools de sucre qui sont mal digérés. Donc encore une fois, on revient dans cette histoire de adapter le sucrant à vos problématiques à vous. Euh, Après, j'aime beaucoup aussi le sirop diacone dont je parlais tout à l'heure parce que le sirop diacone, il a plusieurs avantages. Il a quelques minéraux. Il permet aussi une meilleure assimilation du calcium et il a un EG qui est en dessous de 5. Et puis, il a ce côté sirupeux qui est intéressant parce que la plupart des sirops, globalement, sont très transformés. Donc, Mm. moi, je ne suis pas très fan. Et le dernier, bien sûr, je vais quand même parler du sucre de coco. Alors, le sucre de coco, c'est assez intéressant parce que pendant longtemps, on a pensé qu'il avait un IG autour de 35. Et d'ailleurs, j'entends encore beaucoup de gens en parler. Mais moi, je suis un petit peu une petite souris de laboratoire. J'aime bien regarder un petit peu les preuves scientifiques. Et il semblerait que l'IG du sucre de coco soit plutôt autour de 50-53 d'après les dernières études. En fait, on se demande s'il n'y a pas une histoire un petit peu de lobbying derrière, puisque les études qui avaient été faites, qui avaient montré que l'IG de 35 du sucre de coco avait été faite aux Philippines, qui est le principal importateur de sucre de coco. Mais après, le sucre de coco reste super intéressant parce que contrairement au sucre raffiné, il ne l'est pas. Il a gardé ses antioxydants, ses vitamines B, ses acides aminés. Donc, il n'est pas dénué de nutriments et à ce sens, ça n'est pas une calorie vide. Même si, encore une fois, il ne faut pas non plus en abuser. Et la stevia dans tout ça? La stevia, c'est une plante qui est très intéressante. Bien sûr, dans sa version verte, si on veut rester dans la logique, puisque la version verte, c'est la version qui n'est pas raffinée. Il ne faut pas oublier que la stevia blanche, elle est autant raffinée finalement que le sucre de betterave. Mais pour autant, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé d'études qui étaient, on va dire, qui
qui posaient problème ou qui mettaient un petit peu en exergue les côtés négatifs de la stevia. Euh, il faut juste choisir bien sa marque, puisque le problème de la stevia, c'est elle a été un peu à la mode, elle est à la mode depuis quelques années, et du coup, on la retrouve dans beaucoup de boissons, mais dans ces boissons, en fait, on va mettre que c'est à base de stevia, mais on va rajouter à côté du fructose ou d'autres sucrants. On peut l'avoir dans des sucrètes qu'on va retrouver dans les blocs de sucre. On va mettre que c'est à base de stevia, mais en fait, ça va être du saccharose plus la stevia, ou alors ça va être de la stevia avec autre chose. Et puis aussi, tu as des marques qui sont pas. Alors, je crois que ça peut pas être bio parce que dans le cahier des charges, en fait, une stevia bio, blanche, en tout cas, c'est pas possible. Mais en tout cas, je conseille quand même de les acheter dans les magasins bio parce qu'on aura des marques qui sont quand même de meilleure qualité et qui auront évité d'ajouter des solvants qui posent problème. Ouais. En tout cas, pour la stevia verte, bon courage pour ceux qui testent, parce que moi, je sais que j'avais goûté, j'en avais acheté. C'est quand même... c'est très, très réglissé, c'est vraiment pas bon. Enfin, franchement, moi, j'avais pas du tout aimé. Hein. Pas bien, faut pas s'attendre à avoir un goût de sucre, en fait. Il faut Non, non, vraiment. complètement. Puis l'arrière-goût derrière qui dure longtemps, non, j'ai pas du tout aimé. Ugh. Et Enfin, puis, bref. tu sais, je te parlais de cette histoire de ligne, en fait, de pouvoir sucrant, où le saccharose, il est au milieu de ta ligne. Là, tu as 0,3 parce que tu as le fructose. Pardon, tu as 1,3. Donc, le fait de saccharose, c'est 1. Tu as 1,3 pour le fructose. Et tu as 300, voire 600 pour les édulcorants artificiels ou naturels. Donc, forcément, si tu prends beaucoup de stevia, ça va t'écœurer les papilles parce que tu en auras plein la vue, quoi. Ouais, Plein tu la vue. m'étonnes. De toute façon, donc, en fonction de nos problèmes, on va dire, de santé, ou en tout cas de nos sensibilités intestinales, etc., ça peut être bon de varier au niveau des édulcorants que tu as cités, c'est ça? Ah oui, complètement. Moi, je suis vraiment une partisane de la diversité parce que plus tu vas varier, moins tu vas te mettre à risque de carence et d'intolérance et puis d'autres problématiques. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je prends de la stevia de manière générale. Mais souvent, je prends, par exemple, ce soir, j'ai des invités, je vais faire des cookies avec du sucre de coco. Mais j'ai du xylitol que j'aime bien et du yacon. Moi, je varie un peu entre ces quatre-là, principalement. Le sucre de coco, ouais, sucre de coco, voilà. Ah, ma chère Léna, Tu valides, Ninu, coach Ninu? je les valide. Très bien. T'auras un petit cookie. Puisque le sucre agit comme une drogue, à quels symptômes de manque on peut s'attendre pendant le sevrage et pourquoi? Alors, excuse-moi. Je pense que ça, c'est pareil, ça dépend vraiment de ta consommation au préalable, ça dépend aussi de toi. Alors, globalement, les symptômes les plus courants, ça va être bien sûr une envie irrésistible de manger du sucré, bien sûr, tu vas faire une fixette de sucre, un manque d'énergie, une sensation de déprime ou de l'anxiété, du stress en plus. Tu peux aussi avoir des problèmes de transit. Tu peux avoir des nausées, des maux de tête. Euh, En fait, il faut se dire que d'un point de vue biochimique, ça va vraiment le sevrage peut amener à un déséquilibre en électrolytes, ce qui fait que du coup, ça va avoir tendance à le déshydrater, tu vas avoir moins d'insuline qui est sécrétée forcément, et du coup, tu vas stocker moins de glycogène, et du coup, tu vas uriner un peu plus, et c'est comme ça que tu vas perdre plus de sels minéraux, notamment du sodium, du magnésium. C'est pour ça que c'est important de manger équilibré, de rapporter un peu de sel, voilà, de se complémenter au magnésium par exemple. Et puis tu as aussi le côté bien sûr psychologique. Moi, je l'ai bien vu au fur et à mesure de mes coachings, mais l'être humain, en fait, il déteste le vide. En fait, c'est simple, tu lui retires un truc, il va faire une fixette dessus. Pense aux enfants, en fait, tu leur retires un jouet, mais ça va être une catastrophe pour eux, ils vont penser qu'à ça. C'est la même chose chez les adultes, on a encore notre âme d'enfant, surtout que faut pas oublier que le sucre, c'est un aliment doudou. Donc on a encore surtout ce côté un petit peu nanin qu'on avait quand on était petit. Hein. Donc on va faire une fixette dessus, donc c'est ça aussi qui peut poser problème. Ouais. Et hormis le fait que tu viens de parler là, de prendre potentiellement du sel ou du magnésium à cause des sels minéraux manquants parce qu'on urine un peu plus pendant cette phase de détox, est-ce qu'il y a d'autres risques entre guillemets? Globalement, non, il n'y a pas vraiment de risque à partir du moment où tu fais un régime équilibré. Là, je te dis, si tu te supplémentes en magnésium, parce que justement, avec cette diurèse, le corps il va avoir tendance à sacrifier le magnésium. Donc, du coup, tu peux avoir des problèmes de sommeil en plus ou des problèmes de constipation ou autre. Donc, ça va être important. Mais bon, je rappelle quand même que tu as une femme sur 4 qui manque de magnésium et un homme sur 5 qui en manque aussi. Et puis aussi, il faut lui apporter du sel, puisque du coup, justement, on va essayer, comme on l'a vu, on en perd aussi beaucoup avec la diurèse. Par contre, là encore, on veut pas n'importe quel type de sel, on veut pas du sel de table, puisque le sel de table, c'est du sel raffiné. Et donc, c'est la même chose que du sucre raffiné. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Alors bien sûr, tu décris tout le processus dans ton livre de manière plus précise, mais une fois qu'on a fait notre sevrage, comment on réintroduit les sucres de manière intelligente et surtout quel type de sucre? Je crois qu'il y a plusieurs étapes de réintroduction, de toute façon.
Oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans mon programme, en tout cas, il y en a trois. Alors moi, j'ai vraiment fait ce qui me semblait le plus cohérent. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment où tu as fini ta première étape de sevrage, ensuite tu vas passer à la réintroduction, mais tu vas pas faire les choses n'importe comment. En fait, l'idée pour moi, puisque tu as déshabitué tes papilles au goût sucré, c'est que tu réapprennes, c'est que tu réintègres les sucres en fonction de leur potentiel sucrant. Donc, on va commencer par des choses très peu sucrées, et puis au fur et à mesure des jours, donc ça dure 2 semaines, on va réintégrer des choses qui sont de plus en plus sucrées. Alors, bien sûr, pas tous les jours, mais voilà, on va essayer de réadapter en douceur cet apport de sucre et cette, comment dire, cette interaction entre nos papilles gustatives et le sucre. Mais alors, du coup, tu peux nous dire un petit peu, nous préciser, nous donner des exemples? Alors, je donne quelques exemples. Si tu veux, comme tu as arrêté complètement au début de manger du sucre, la première chose que tu vas faire, par exemple, tu vas reprendre certains produits laitiers, parce que dans les produits laitiers, il y a du lactose. Le lactose, c'est Mm. un sucre simple. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir reprendre de mémoire les tubercules qui ont un goût un peu sucré. Donc, tout ce qui est patate douce, panais, tu vois, ce genre de choses, Ok, carottes marron. cuites. Ça, c'est pareil, c'est des choses que moi, alors c'est ma vision des choses, encore une fois, je vais interdire dans la première, j'ai horreur de ce mot, mais on va mettre de côté pendant la première étape parce qu'on veut vraiment déshabituer les papilles jusqu'au bout. Et donc, on va les réintégrer sous leur forme nature ou même sous la forme de farine. Et puis, on va augmenter ensuite, on va passer aux fruits à Igeba ou avec des goûts plus sucrés comme les fruits des bois, par exemple. Et puis, tu vois, on va y aller grosso modo, on va aller jusqu'à augmenter, mais on va y aller doucement. Super. Et donc ça, c'est dans les trois étapes, c'est ça, de réintroduction? De Dans la réintroduction? reconstruction, la deuxième étape, la troisième étape, c'est qu'on va essayer de garder le contrôle dans son assiette. Donc là, on va essayer de reprendre de bonnes habitudes pour éviter de retomber dans nos travers d'avant. Moi, je parle de joker, en fait, de repas de joker, où on va essayer de se dire, bon, là, c'est des moments, justement, où on va pouvoir s'autoriser des choses qui sont sucrées. En fait, la troisième étape, c'est la réintroduction de tout. C'est-à-dire que tout est autorisé maintenant, mais là, on va mettre l'accent, c'est sur le contrôle. Ok, ok. Et alors, qu'en est-il des fruits? Parce qu'ils sont très sucrés aussi. Est-ce qu'on en prend un seul par jour et on choisit son type de fruit? Comment ça se passe? Alors, les fruits, ils sont plus ou moins sucrés selon le type de fruit, puis selon leur poids, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une pomme, par exemple, ça peut faire 60 grammes comme 200. Euh, donc, évidemment, moi, dans la première étape, ils sont interdits. Mais la première étape dure une semaine. Hein, donc, c'est pas en une semaine sans fruits que vous allez perdre plein de vitamines. Il ne faut pas oublier que la vitamine C, par exemple, vous en avez dans les choux. Hein. Mais on va les réintégrer, encore une fois, d'abord en faisant la part belle à ceux qui ont un IGBA ou qui sont peu sucrés. Hein, c'est aussi deux choses différentes. Donc, on va commencer par exemple avec les fruits des bois. Hein. Les framboises, par exemple, elles ont un IG de 25. Elles ont à peu près 4 grammes de sucre au 100 grammes. Donc, c'est très peu. Alors qu'une banane, tu peux être à 8 à 15-20 grammes de sucre. Et de mémoire, tu peux avoir un IG qui va être autour de 65, qui est un IG qui est proche du élevé. Donc, voilà, on va faire les choses doucement, mais sûrement. Ouais, ouais, ouais. Alors revenons à quand on a fini cette détox sucre. Déjà, félicitations parce que ça doit pas être facile. Comment on peut faire des choix plus intelligents et comment on peut ne pas faire d'erreur tout en se faisant plaisir? Alors, pour moi, ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, il y a juste un mot-clé, c'est l'organisation et l'anticipation. Deux mots-clés. C'est pour ça que dans mon dernier readbook, le guide Elsie, j'avais fait un semainier, je ne sais pas si tu te rappelles. Yes, I Parce que do. pour moi, je pense que tu ne peux pas arriver à contrôler tes portions de sucre, à moins que tu aies un super mental, ce qui peut arriver chez certaines personnes. Non, tu ne peux pas arriver à contrôler tes apports en sucre si tu n'anticipes pas. Donc pour moi, l'idée, c'est de se poser justement, notamment avec ce semainier, ça peut être un bout de papier hein, simplement, et se dire, bon, ok, on est dimanche, la semaine prochaine, je regarde mon planning, qu'est-ce que j'ai de prévu? Alors, il y a un pot de départ mardi, ok, jeudi soir, j'ai un after work avec mes collègues, et puis vendredi soir, j'ai du monde à la maison. Donc potentiellement, j'ai trois choses là où je vais manger des choses un peu comme boire, des choses sucrées, où je vais avoir la tentation, donc autant faire en sorte que les jokers dont je parle dans le livre, ça soit ces moments-là. Et le reste du temps, on reste dans le contrôle. Peut-être que justement, vendredi soir, tu as des invités chez toi. Peut-être que dans ce cas-là, puisque tu es chez toi, tu peux faire une recette avec des sucrants qui seront plus intéressants. Hein. Il y a quand même beaucoup de gâteaux qui sont hyper bons et qui ne sont pas avec du sucre blanc.
Et puis voilà, en fait, juste l'organisation, l'anticipation, c'est vraiment le mot-clé. Arriver juste à se poser 15 minutes le week-end pour anticiper ses repas et puis ses sorties ou ses moments sociaux, ça va vraiment faire la différence. Ouais, et puis ça se trouve, après, ça va rentrer dans vos connexions neuronales, et puis du coup, ça se fera naturellement, vous serez un petit peu plus C'est ça, habitué. moi au début avec mes clients, en fait, il faut vraiment se dire, bon, ok, pendant un mois, je m'y tiens, je me mets un rappel sur mon téléphone. Le samedi, alors moi je préfère le samedi matin, généralement on va faire les courses plutôt le samedi que le dimanche, hein. On n'habite pas tous à Paris. Donc le samedi, je me mets 15 minutes où je me pose pour me dire, ok, donc moi la semaine prochaine, je veux faire ça, je veux faire ci, je sais que j'ai telle activité, et du coup je vais faire ma liste de courses en fonction de ce dont j'ai besoin. Et puis je vais aussi me poser sur les événements où je sais que potentiellement je vais être attirée par le sucre et est-ce qu'il y en a où je peux éviter ou pas. Voilà, tout c'est affaire d'organisation et de planification. Non, mais c'est top, parce qu'au final, tu te rends compte que du coup, ce n'est pas pour toute ta vie. C'est une réorganisation, une restructuration, une recalibration de ta manière de manger du sucre et de quel type de sucre tu vas pouvoir continuer à prendre dans ta vie. C'est ça, moi je te dis, en fait l'interdit, c'est vraiment juste la période de sevrage. Après, il n'y en a plus, parce que c'est pour ça qu'en final, il existe 10 millions de régimes et qu'on n'a pas le régime miracle, parce que ça ne marche pas en fait sur le long terme, on le sait. Et c'est pour ça que moi, justement, dans mon coaching, j'ai zéro régime. En fait, à partir du moment où tu as compris ça, bah, tu te rends compte qu'effectivement, ce qu'il faut mieux, là où il vaut mieux mettre l'accent, c'est sur l'équilibre, parce que le corps, il fonctionne en balance. Si tu t'es fait une pizza il y a 2 jours, bah, peut-être que les jours d'après, tu vas essayer de faire un peu plus attention à manger des choses qui sont plus saines. Et le corps, il va revenir dans cette homéostasie Hmm? dont on a besoin en permanence. Amen to that. Qu'est-ce que le phénomène de rétrogradation et en quoi il est intéressant pour nous? Ah, j'ai vu, tu as lu mes petites astuces, ma chère Mais tout Léna. à fait, I did. Alors, la rétrogradation, c'est un nom qu'on donne en fait. Enfin, c'est ce qui se passe quand tu fais par exemple une pomme de terre, tu la fais cuire et puis tu la mets au frigo parce que tu as des restes. En fait, cette manière-là de conserver des aliments, en fait, de les refroidir et de les conserver, ça va changer la structure moléculaire en fait de ta pomme de terre, par exemple, hein, en tout ce qui contient de l'amidon, et ça va permettre de réduire l'index glycémique. Donc c'est intéressant parce que tu imagines, tu te fais des pâtes cuites. Donc globalement, si tu fais cuire al dente, tu vas avoir un IG autour de 50, mais si tu les manges le lendemain, tu vas plutôt avoir un IG autour de 35. Même en les faisant chauffer ou pas? Alors, en fait, en les faisant chauffer, tu vas Enfin, faire rechauffer. tu vas faire un peu chauffer l'index glycémique, mais tu auras quand même un IG qui sera plus bas que si tu les avais fraîchement cuits. Bon, en Donc ça, réalité, il faut faire ça la veille plus tôt. et puis pareil, bah, les lentilles, tu vois, elles ont un IG qui est déjà très bas de base, autour de 35, mais si tu les consommes comme ça le lendemain en salade, bah, tu vas avoir un IG qui sera autour de 15. Et puis aussi, le phénomène, on appelle ça aussi l'amidon résistant. Ce qui est intéressant, c'est que ça va servir aussi de bonne nourriture à nos bonnes bactéries du côlon. Donc c'est un double effet bénéfique. Ouais, le petit astuce, le saviez-vous? Alors quand on est motivé, hein, qu'on a un mental sérieux, ça peut très bien se passer. Mais si on vit en famille avec 2 enfants qui continuent de goûter ou de manger leurs glaces et leurs céréales le matin, bah c'est pas facile. Alors comment on peut tenir plus facilement? Alors moi, mon conseil ultime, c'est de se créer un espace vital dans ces placards. On veut de se garder une étagère juste pour nous, à l'abri, loin, très loin des snacks pour enfants ou de notre homme. Parce que forcément, si vous mélangez vos trucs 0% ou diététiques, machin, avec les gâteaux, les Les petits céréales, lus les et tout, le ouais. chocolat de vos enfants et de votre famille, vous allez être tenté, quoi qu'il arrive. Ensuite, la chose qu'il faut, c'est toujours avoir des snacks sains à disposition. Ça, c'est hyper important parce que je le vois, hein, du coup, avec mes coachings, je me répète, mais du coup, forcément, l'expérience fait que je me rends compte que forcément, les mamans, elles adorent en fait passer un peu de temps. Bah, les retrouvailles, ça se fait autour du goûter, en fait, les retrouvailles de la journée. Et donc forcément, bah, elles sont tentées de grignoter un petit bout de ce qu'elles ont préparé à leurs enfants. Donc c'est pas un moment où moi je veux ôter aux mamans. En fait, il faut juste du coup se préparer ces petits snacks et puis du coup on partage un moment en fait. Faut pas oublier que la nourriture c'est quelque chose de très social. Et puis aussi, il faut impliquer ses enfants. Pourquoi pas, en fait, le week-end, se préparer des choses, des gâteaux avec des sucres sains, se faire des smoothies, des choses comme ça, qui vous permettront, en fait, de partager quelque chose avec vos progénitures. Mais alors justement, c'est quoi les petits encas, les petits goûters plus sains que tu pourrais nous proposer? Bah, pour moi, c'est rester sur ce qu'il y a de vraiment de plus simple possible. Alors, le pain, pas de souci, le pain avec du beurre et un petit peu de chocolat. C'est juste qu'on va pas prendre du chocolat vraiment de piètre qualité. Les purées aussi de cacahuètes, par exemple, les purées d'amandes complètes. Alors, ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui aiment bien, donc bien sûr, faut ajuster. Mais tu pourrais très bien te dire aussi, bah tiens, au lieu
de faire un snack où on fait une pomme et puis un petit peu d'amande. Forcément, vos enfants, ils vont pas manger ça. Mais si tu coupes des tranches de pommes, tu rajoutes de la purée d'amande dessus et tu rajoutes des petits morceaux de chocolat pour faire les yeux de ta pomme, bah voilà, ça c'est pareil, ça va te donner envie aux enfants. Donc voilà, il y a une histoire derrière ça à faire. Et puis bien sûr, en cuisinant avec eux, des banana bread, t'as plein de recettes de flocons, de cookies aux flocons d'avoine, de glace, de crème glacée à base de banane. Voilà, il y a tellement de choses qui sont faciles à faire et que vous pouvez trouver et qui seront à la fois délicieuses pour vous et qui seront bonnes pour vos enfants aussi. Alors, on a un petit peu répondu, mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette question-là qui serait comment faire pour prévenir l'addiction au sucre de nos petits? Qu'est-ce qu'on peut implémenter ou supprimer? Alors forcément, oui, il y a faire ces gâteaux maison, c'est un peu plus sain, choisir différent, mais est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Bah, déjà, toujours, en fait, quand le bébé enfin, à l'âge du bébé, puisque la diversification alimentaire, elle est vraiment cruciale. Si on commence par les fruits au lieu des légumes, déjà, ça pose problème. En fait, il faut essayer aussi de lui donner un maximum d'aliments variés entre ses 5 et 18 mois, parce qu'il faut qu'il accepte le plus d'ingrédients possible pour que son palais, il en prenne plein la bouche. Il faut aussi bien sûr, d'habituer dès son plus jeune âge à des snacks sains. Et c'est super important, et là, c'est le côté plutôt psychologique qui est important, mais il faut jamais donner des produits sucrés en guise de récompense. Et à Ouais. l'inverse, il ne faut jamais punir son enfant en le privant de dessert. En fait, la nourriture, c'est ni une récompense ni une punition. Et Coucou les troubles alimentaires, plus tard. complètement. Et puis aussi, il faut se dire que par contre, c'est pas pour autant qu'on va empêcher son enfant de ne pas manger comme les copains. C'est-à-dire que à la maison, vous faites vos règles, mais faut pas. On sait très bien que les enfants, enfin tout le monde a ce goût pour l'interdit en fait. Donc à partir du moment où vous allez dire, ok, tu vas chez ton copain, mais tu manges pas, tu bois pas de coca, tu manges pas ses cookies, bah forcément ça va pas le faire. Donc en fait, il y a des règles à la maison, il y a des règles quand les copains viennent, et ça va lui permettre aussi de trouver l'équilibre. Votre enfant, il est assez intelligent pour se rendre compte que finalement, si vous lui expliquez bien les choses, c'est ça aussi qui est hyper important, c'est qu'il y a le devoir de l'école, mais aussi l'éducation nutritionnelle à faire dès le plus jeune âge. Pourquoi vous ne feriez pas des jeux quand vous allez faire vos courses et que vous apprenez à lire les étiquettes à vos enfants, vous expliquez les méfaits du sucre. Enfin, n'hésitez pas justement à regarder ce livre, à expliquer un petit peu dans des mots simples pourquoi il ne faut pas trop abuser du sucre, pourquoi ça c'est bien, mais en même temps, ça c'est bon, mais en même temps, ça peut être problématique pour ton petit corps, etc. En fait. Et tu penses qu'à partir de quel âge ils peuvent commencer à consommer certains, je sais pas, certains goûters sucrés ou ce genre de choses? Oh bah ça, de toute façon, le sucre, tu l'as dès le début, dès la diversification alimentaire, puisque tu vas avoir des fouilles. Hein. Donc, le palais sucré, tu l'as, puis comme je te l'ai dit, tu l'as dès que tu bois au sein de ta maman. Donc, au final, je pense que tu peux l'habituer en fait au sucré, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, ça dépend du type de sucre. Si tu peux éviter de lui donner des gâteaux en fait sucrés et que tu lui fais toi-même tes petites compotes ou tu lui fais tes cookies chocolat avoine, bah voilà, ça sera déjà quelque chose de Ouais, parce différent. que ça me rappelle, tu sais, les vidéos où les enfants qui ont les bébés qui ont 1 an, et il y a un énorme gâteau au sucre avec de la crème, tu sais, à l'américaine, et qui goûtent ça, et je me dis, c'est un peu tôt, alors chacun fait ce qu'il veut, moi je sais pas, je me dis que tu fais juste peut-être un petit, voilà, une petite banane, un petit pancake, ça suffit peut-être pour 1 an, tu vois, mais après ce n'est que mon humble avis et ma vision des choses. Bah, 1 an, de toute façon, à 1 an, ton enfant, ça sert à rien de lui faire un gâteau avec du sucre. Hein. Tu lui fais pas de sucre à 1 an, il n'a pas besoin. Bah c'est ça, en fait, c'est ce que je me dis. Tu fais un gâteau nature sans sucre et ça sera très bien pour lui. Hein. Oui. Alors, ce n'est pas un croissant qui va vous faire grossir, comme ce n'est pas une salade qui va vous faire maigrir. C'est une phrase que tu dis souvent à tes clientes, et c'est vrai qu'il ne faut pas culpabiliser à chaque fois que l'on se fait plaisir. C'est important parce que on va pas devenir pour autant contrôle fric, c'est pas le but. Hein. Et être contrôle fric, c'est du stress, et comme le sucre, ça fait grossir et ça vous rend pas heureux. Bah non, puis la frustration, ça n'amène jamais rien de bon, en fait. Si c'est pour être malheureux parce que vous mangez plus du tout de sucre. Mais encore une fois, on revient dans cette idée de régime où, en fait, tu es tellement malheureux qu'à la fin, tu craques et puis du coup, tu dis, oh, fuck, c'est bon, je reprends tout. Alors qu'à partir du moment où tu es plus dans cette idée de 80-20 ou autre, où tu sais que 80% du temps, tu manges sainement, toujours en gardant cette idée que c'est quelque chose de sain mais gourmand. Et le 20% du temps, c'est le plaisir mental, c'est le plaisir social avec les amis, la famille, bah, ton corps, il t'en tiendra pas rigueur. Et pour moi, c'est ça le secret d'équilibre. Ouais, effectivement. Faut rester connecté avec la nourriture et pas se déconnecter. C'est vraiment important, je pense. Mm. Ouais. Alors, on va refaire le petit jeu de questions-réponses qu'on avait fait il y a pas mal de temps. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Commençons. Quel livre t'a beaucoup plu ou t'a marqué? Bah, je me rappelle de ce que j'avais répondu la dernière fois. C'était quoi déjà? Moi, je m'en souviens plus. J'avais parlé de China Study de Gondry? Thomas Bell. Hein. Ah non, quand même, rien à voir. Oh là là, pouf. T'es viré, t'es viré. Et
Quel livre m'a beaucoup marqué? J'ai beaucoup aimé, bah, bien sûr, tu connais The Rain Barrel Effect. J'étais sûre que tu allais dire ça. C'est vrai, bah non, en fait, alors, avec Léna, on adore un médecin fonctionnel qui Stephen s'appelle Cabral. voilà, Stephen Je Cabral. l'écoutais tout à l'heure, tiens. Voilà, moi, globalement, bah, je crois que j'écoute tous les jours. Mais il dit plein de choses intéressantes et il a une histoire aussi intéressante. Et c'est vrai qu'en fait, j'aimais beaucoup cette idée. En fait, The Rain Barrel Effect, c'est la théorie de l'entonnoir. Pour moi, c'est comme ça que on va dire, Traduit je la traduirais en français. C'est même plutôt la théorie la du théorie tonneau. du tonneau. C'est-à-dire qu'en fait, il explique que bah, votre corps, en fait, si vous avez un souci de santé, vous avez une maladie qui se déclare, c'est parce qu'en fait, vous avez rempli votre tonneau. Il faut imaginer ça comme les gouttières qui tombent dans un tonneau et puis bah, s'il y a trop d'eau, au bout d'un moment, votre tonneau va déborder. Et c'est ce qui se passe dans votre organisme. Donc c'est vraiment un livre, maintenant ça date, hein, je pense qu'il avait sorti il y a 5-6 ans. Mais j'ai toujours trouvé intéressant et malheureusement si je sors ça aussi c'est que j'ai pas trop le temps de lire donc du coup bah, il y a plein de livres qui sont dans ma wishlist Ouais. pour les prochaines vacances mais globalement j'ai pas trop de nouveaux à te Non, mais donner ouais, mais mais en même temps, voilà, il y a beaucoup d'anciens qui sont très bien. Tout va bien. Une astuce efficace pour être en meilleure santé. j'en ai une, elle va te plaire. Avoir une sœur jumelle qui est un guignol, ça marche. Alors, il faut savoir que votre hôte, Léna Champy, hello, je suis Léna. Elle s'est fait de ma gueule, cette connasse en plus. Léna Champy est aussi une one woman. Non, Léna Champy est aussi un clone incarné. Et de temps en temps, on appelle ça le dieu de la connerie. Le dieu de la connerie surgit et donne une idée de génie à ma sœur. Il me possède. Voilà. Ma sœur commence à faire n'importe quoi et moi, ça me fait mourir de rire. Donc moi, en fait, j'ai tout un dossier sur mon téléphone de vidéos de ma sœur que j'ai mis en favori. Et bah, quand je suis un peu déprimée ou quand je suis pas très bien, et ben, je les regarde. Et ben, ça me fait mourir de rire. Du coup, forcément, rire, sérotonine, dopamine, tout va bien pour moi. Je suis relaxée, je suis bien. Mais mine de rien, trêve ces plaisanteries, moi j'adore le dieu de la connerie quand il arrive parce que de toute façon je rigole de ma propre connerie, même si je suis peut-être la seule ou qu'il y a toi qui va rigoler avec moi. De Morvan Fan, tu sais très bien. Oh, I love you, Ninu. Mais ça me rappelle toujours, alors je ne sais plus son petit nom au coco, il me semble que c'était un journaliste, je crois en tout cas, qui a écrit un bouquin et qui s'est guéri d'un cancer en rigolant tout le temps. C'est-à-dire que son but c'était de rigoler, donc il regardait toujours des shows qui faisaient rigoler. Et en fait, finalement, bah voilà, ça l'a aidé à guérir de son cancer. Et je pense vraiment qu'il y a une part qui est hyper puissante, je vous l'ai déjà dit, parce que si vous suivez mon podcast ou mes posts Instagram, etc., vous comprenez ma vision du mind-body, mais effectivement, avoir ces émotions beaucoup plus agréables pour le corps, et ben ça le déstresse et ça le remet plus en harmonie, et à même de lutter contre les différents toxines ou problèmes du corps. C'est complètement biochimique en fait, hein, puisque en fait, le rire va entraîner plein de réactions dans ton corps qui vont faire que tu te sens bien et que justement tu vas produire des neurotransmetteurs qui vont justement t'amener beaucoup plus de sérénité, qui vont te déstresser. Le stress, c'est l'ennemi numéro un. Le stress tue, hein, faut vraiment se le dire comme ça. Et bah, du coup, l'ennemi du stress, c'est finalement le rire. Moi, je sais que autant la respiration, j'arrive pas forcément à déstresser, mais par contre, j'ai un fou rire avec toi. Bah, je sais que mon ventre, le poids que je peux avoir à cause du stress, je l'ai plus. Donc, il y a vraiment un pouvoir, effectivement, de guérison hein, qui n'est pas anodin. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des clowns qui vont voir les enfants dans les hôpitaux. Ouais. C'est ça aussi que moi, j'ai arrêté de regarder les informations et que je regarde que des choses qui me changent un peu les idées parce que sinon, ça te broie le moral et c'est pas bon. Bah, c'est ce que je te disais, hein, moi maintenant j'arrive même plus à regarder je sais pas, des séries sur les psychopathes ou des séries avec trop de thrillers, des trucs du FBI ou des trucs glauques. J'ai vraiment de plus en plus de mal parce qu'en fait, je me rends compte que ça me fait pas du bien. Alors bien sûr, je dis pas du tout que c'est mauvais ou quoi que ce soit, je parle juste de ma perception, c'est que je n'ai plus besoin de ça, je n'ai plus envie d'entretenir ces ondes. Je préfère quelque chose de léger, limite un peu plus superficiel qu'avant, ou en tout cas intéressant, mais voilà, romantique, etc. En fait, moi ça me fait du bien. J'ai choisi ce camp de l'amour des choses plus légères et ça me fait vraiment du bien. Et encore une fois, c'est à se respecter, bien sûr. Moi, je vois mon chéri, il s'en fout, il regarde les infos tous les jours. C'est encore une fois très très personnel. Mais je trouve que dans tous les cas, on ne rigole plus assez. Et ça, c'est triste. Moi, je vois ma mère, enfin, notre mère, mais quand elle est avec ses copines, déjà, elle se couche à 4h du matin alors que nous, on est couchés depuis quelques heures. Et ils se pètent des fous rires, mais tout le long, mais je sais pas ce qu'ils se disent. Hein. Donc voilà, pétez un coup, mes enfants, parce que ça fait du bien. Léna, tu dis bonjour. Alors, on continue. Une habitude à supprimer. Euh, bah, comment dire comment on dit s'autodescendre en termes un peu plus élaborés Bah, ça rabaisser ce. Rabaisser, merci. Ouais. Rabaisser, parce que ça, pour le coup,
pense que c'est une des pires choses à faire, en fait, parce que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'être bien, d'être heureux. Donc, Dis donc, il n'y a pas une petite coach Léna là qui... ah, mais si, si, mais voilà. Donc, moi, je suis côté nutrition, ma soeur, elle côté, côté Mind body? psychologie, voilà. Donc, mind body, comme elle dit. Donc, bien sûr, j'apprends beaucoup avec toi, ma chère Ena. Bah, c'est bien, on sent que ça commence à rentrer, c'est bien, à être intégré. Je suis fière de toi. Une habitude à prendre. Je pense que ça serait se satisfaire des petites choses de la vie, parce que, et ça aussi, je parle encore d'expérience, parce que bah, quand on a tendance à être extrêmement exigeante ou exigeant, bah, on a tendance à voir les choses, le verre à moitié plein plutôt que le. Non, alors je refais. Parce que quand on est hyper exigeant, on a tendance à voir les choses à moitié vides. Non, parce que on ne, on ne n'est pas une fois. Pour la quatrième fois. Oh là là. Alors, vous avez bien remarqué, je ne suis pas une oratrice née. Hein. J'écris des livres. Et toi, tu me peu parce que je corrige tes fautes d'orthographe. Ça va. On se complète, c'est ça qui est bien avec Lucille. Oh là là. Une question à l'écrit, une question à l'oral. Bah, c'est bien, écoute, tant qu'à faire. Donc tu voulais dire pour en J'ai revenir à toujours nos compris moutons. la phrase. On ne voit pas le verre à moitié. Oh non, On va jamais y arriver. Bon bref, tu vois le verre à moitié vide, quoi. C'est ça que tu voulais dire. c'est bien sûr. Oh, j'ai les mains moites, j'ai chaud dans ma cabane à œufs, là. Ouf. Tu voyais, du coup, on rigole et on se détend les petits bidous. Alors, La prochaine question, s'il vous plaît. Je ne pas celle-là. en fait, je vais répondre pour toi. Donc, ce que ma chère jumelle, ma chère moitié Nini voulait vous dire, c'est qu'effectivement, le bonheur se trouve dans les petites choses du quotidien. Vous l'avez compris, quoi. Mais je suis quand même vraiment d'accord et je te regarde plus parce que sinon je vais repartir en fou rire. On va pas y arriver. On a été sérieuse pendant 1 heure, je tiens à vous le dire. On peut nous féliciter. Hein? Donc oui, non, effectivement, c'est vrai que on a tendance à toujours être autant. Oh là là, je suis désolée. Oh, c'est pas du sérieux. Donc je ne te regarde vraiment plus pour finir cette phrase et qu'on y arrive à la fin. Je pense vraiment que le bonheur ne se trouve pas dans les objectifs à atteindre, etc. Bien sûr, ça se trouve dans le moment présent, à travers les petites choses du quotidien, ce que je vous dis tout le temps. Et c'est ça qui nous rend heureux, parce que c'est ça qui nous rend connectés au moment présent, et c'est ça qui calme le corps. Donc voilà. On y va. Un ingrédient ou aliment à ajouter. Le natto. Ah, c'est bon. Hein. Peux-tu expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas quand même? Le natto, c'est du soja fermenté. Alors, à première vue, c'est vrai que quand on parle de soja fermenté, ça donne pas envie. C'est vrai qu'à la base, le soja fermenté, c'est vraiment les graines de soja qui sont fermentées. Ça fait des petits filets. Hein. Vous avez peut-être vu ça dans des reportages. Chez les Japonais? Voilà, mais bien sûr, c'est la base de l'alimentation japonaise. Par contre, on le trouve aussi en poudre. Et bien sûr, c'est en poudre que je vous recommanderais parce que c'est beaucoup plus facile. Et moi, je trouve que ça apporte un super goût à vos légumes, à vos crudités, à votre salade. Un peu Et fumé. en plus, c'est une super. C'est un des seuls aliments qui contient la vitamine K2. Donc une vitamine qui est très importante et qu'on n'a pas beaucoup dans l'alimentation et qui va aussi d'ailleurs de pair avec la vitamine D notamment et qui est très importante pour la santé des os. Et moi, j'ai les os fragiles, donc le natto, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, autre que le sucre, un ingrédient ou aliment à supprimer? Je dirais tout aliment qui vous fait mal au ventre, en fait. Hein. À partir du moment Ça, des fois, c'est 90%, donc c'est ça qui est Parce qu'on compliqué. mange tellement d'aliments pas très bons. Attends, si je trouvais, est-ce que je peux trouver quelque chose, un aliment à supprimer? Attends, je réfléchis, donne-moi 2 secondes. Oh, mais vas-y. Je dirais tout produit alimentaire qui a plus de 10 ingrédients dans son étiquette nutritionnelle. Good answer, ok. Une vitamine ou autre, pardon, à tester en prise de sang régulièrement? Ah bah, la vitamine D. Classique, mais très bien, très bonne réponse. Un complément alimentaire essentiel? Le magnésium. Pour les raisons que j'ai citées précédemment, le fait qu'on en manque beaucoup, hein, on devrait consommer minimum 350 mg de magnésium par jour.
Et en fait, on en est loin. En fait. Et puis, il ne faut pas oublier que non seulement nos apports, en fait, comme c'est des produits raffinés, on n'a pas beaucoup de magnésium, mais aussi que le stress consomme beaucoup de magnésium. Et le manque de magnésium, c'est stressant. Donc, c'est un vrai cercle vicieux. Donc, je pense que le magnésium, pour le coup, on peut en prendre. Ouais, et puis on est tous stressés, évidemment, comme il faut. La phrase que tu te répètes régulièrement, une sorte de mantra, une phrase qui te correspond, que tu aimes beaucoup. J'ai peut-être cité la même il y a 4 ans quand on a fait le premier podcast, mais moi j'ai un mantra dans la vie, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et c'est vraiment un truc qui me suit depuis des années, et du coup, bah voilà. Ouais, ouais, très beau, moi j'aime beaucoup. Lucille Champy, où est-ce qu'on peut te trouver? Léna Champy, on peut me trouver sur les réseaux, sur mon compte lucille-du8 Champy, donc sur Instagram. On peut me trouver sur mon site lucillechampy.fr. Vous pouvez me trouver aussi sur l'Instagram de Quasi Demi, puisque je suis la coach santé de Quasi Demi, un e-shop qui vend des produits sains et durables. Et puis, vous pouvez aussi trouver mon e-book sur le sujet sur mon site, justement, dans la rubrique Mes e-books. Eh ben merci ma chère Nunu, je vous remercie beaucoup. Merci, ma chère Léna. Love you. Love you.